L'intelligence artificielle, ça bouscule vraiment tout. Et le développement web, il est en plein dedans. La grosse question qui revient partout, là, en 2025, c'est face à ces outils qui peuvent générer du code, corriger des bugs quasi tout seuls, apprendre à coder, ça a encore un sens. C'est pertinent, quoi. C'est la question, effectivement. Et elle est légitime, beaucoup de gens se la posent. Alors pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur une analyse assez poussée qui s'appelle l'IA et le développement web, codé en 2025. Ça nous donne pas mal de matière pour comprendre ce qui joue vraiment. D'accord. L'idée là pour notre discussion, c'est d'aller un peu plus loin que les gros titres, hein. Essayer de décortiquer comment l'IA, concrètement, elle redessine le job. Quels sont les outils importants aujourd'hui? Où sont leurs limites? Parce qu'il y en a, on s'en doute. Et surtout, quel est le nouveau rôle du développeur humain dans tout ça? Faut se rappeler, il y a 10 ans, c'était pas du tout pareil. Un dev, il passait des heures à taper son code ligne par ligne. Fallait être patient pour trouver le moindre bug. Aujourd'hui, franchement, le paysage est transformé. L'automatisation par l'IA, c'est énorme. Ah oui, c'est clair. Les outils qu'on trouve dans l'analyse, ils sont devenus presque le quotidien de beaucoup de développeurs en 2025. On pense forcément à GitHub Copilot, qui te souffle du code direct dans l'éditeur. C'est assez fou. Et puis, il y a les gros modèles de langage, type ChatGPT-4 d'OpenAI. Eux, ils font plus que juste générer du code. Ils peuvent aussi t'expliquer ce que ça fait, t'aider pour la doc, même traduire d'un langage à l'autre. Et il n'est pas tout seul. On entend beaucoup parler de Claude d'Anthropic. Apparemment, il est fort pour comprendre l'instruction longue, le contexte d'un projet, pour donner des solutions plus fines. Et puis, il y a des nouveaux qui montent, comme DeepSeek, qui serait plus axé sur la vitesse, l'optimisation, le débogage rapide. Oui, tout à fait. Et il faut pas oublier une autre catégorie d'outils, peut-être encore plus ambitieuse, les agents autonomes. Les auto-GPT, Baby Agi, ce genre de choses. Là, l'idée, c'est carrément de leur donner une série de tâches à faire, genre comprendre un besoin, faire un proto, avec moins d'intervention humaine directe. Le résultat immédiat de tout ça, c'est un gain de productivité qui peut être dingue, non? Des trucs qui prenaient des heures, voire des jours, hop, c'est fait en quelques minutes, quelques heures. L'accélération, elle est là. Mais est-ce que ça veut dire que l'IA peut tout piloter toute seule? Bah voilà, c'est là qu'il faut nuancer. C'est vrai que ces outils sont impressionnants techniquement. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment, aujourd'hui, concevoir, coder et maintenir une appli complexe de A à Z sans personne derrière? L'analyse est assez claire là-dessus. On n'y est pas encore. Il y a plusieurs freins et ils sont importants. Le premier, et c'est peut-être le plus gros, c'est le manque de compréhension du métier, du contexte business en fait. Une IA, elle peut générer du code qui tourne, techniquement parlant, mais elle pige pas les subtilités d'un secteur, la logique commerciale derrière une fonction, les vrais objectifs stratégiques d'une boîte. Elle applique des recettes, quoi, mais sans l'intuition, sans le recul de l'humain. D'accord. Donc, elle peut coder la fonction qu'on lui demande, mais sans vraiment saisir pourquoi elle est là ou comment elle s'intègre dans une vision plus globale. C'est exactement ça. Et ça nous amène direct au deuxième point clé, la fiabilité et la sécurité. Le code qui sort de l'IA, il n'est pas parfait, hein. Il peut y avoir des bugs cachés, difficiles à voir, des failles de sécurité, ou alors il peut être juste pas très performant, mal optimisé si l'appli doit gérer beaucoup d'utilisateurs par exemple. On m'entend souvent ça, du code généré qui marche en surface, mais qui est un cauchemar à maintenir après. Tout à fait. Et ça, c'est le troisième problème que soulève l'analyse IA. La maintenance, l'évolution. Les IA actuelles, même les plus fortes comme Claude, elles sont souvent super pour créer un truc neuf à partir de rien. Mais dès qu'il faut plonger dans du code qui existe déjà, qui est un peu complexe, pour juste modifier un petit truc, améliorer sans tout casser, là, elles sont beaucoup moins à l'aise. Or, le vrai boulot de dev, la plupart du temps, c'est justement ça, faire évoluer des systèmes qui existent déjà. Et cette tendance de l'IA à préférer refaire plutôt qu'adapter, ça peut être un vrai souci pour les gros projets sur la durée. Ce qui est fascinant ici, c'est ce paradoxe. L'IA, elle accélère des tâches qui nous semblaient super complexes avant, mais elle bute sur ce qui fait la vraie valeur ajoutée de l'humain. Le jugement, la vision d'ensemble, la compréhension des enjeux qui ne sont pas que techniques, et puis cette capacité à se débrouiller dans la complexité héritée, quoi. Même les outils comme Claude ou DeepSeek, ils comblent pas encore ça. Pour rendre ça plus concret, l'analyse donne quelques exemples d'entreprises, des retours du terrain. C'est souvent là qu'on voit le mieux comment ça se passe, hein. En vrai, il y a l'exemple d'une boîte dans la fintech qui a mis GitHub Copilot partout. Résultat, boum,
Ouais, 30% de temps en moins pour écrire le Godbrup. C'est pas rien, niveau vitesse. Mais ils ont aussi vu un truc un peu inquiétant chez les devs juniors. À force de trop se fier aux suggestions de l'IA, sans toujours bien comprendre derrière, ils ont parfois sorti du code moins solide, moins sécurisé. Et ça, attention, ça a une conséquence directe. Ça augmente ce qu'on appelle la dette technique. C'est super important ce terme. En gros, c'est comme si tu prenais un crédit, tu gagnes du temps maintenant avec une solution rapide mais un peu bancale, mais tu sais que tu vas devoir rembourser plus tard avec les intérêts. C'est-à-dire passer du temps à corriger les bugs, à réécrire le code, à boucher les trous de sécurité. Si on utilise mal l'IA, on peut vite creuser cette dette. C'est un bon rappel que l'outil, il fait pas tout. L'expérience, le jugement, ça reste essentiel. Il y a un autre cas, c'est une plateforme de e-commerce qui a utilisé ChatGPT-4 et Claude pour faire des prototypes plus vite. Apparemment, ils ont pu sortir des démos fonctionnelles très rapidement, ce qui est top pour tester des idées, j'imagine. Ah oui, pour l'idéation, le prototypage rapide, c'est clair que ces outils sont géniaux. Mais l'exemple montre aussi la suite indispensable. Avant de mettre quoi que ce soit en prod, il a fallu une validation hyper sérieuse par des développeurs seniors. C'était pas juste vérifier que ça marche, hein. C'était s'assurer que c'était fiable à grande échelle, que ça tenait la charge et surtout que c'était conforme aux règles très strictes du secteur, les paiements, les données perso. L'IA propose, mais c'est l'humain qui valide et qui décide. Ces exemples, ils montrent bien que l'IA, ok, c'est un super accélérateur, un assistant qui change les choses, mais c'est pas la solution miracle autonome. L'humain reste bien dans la boucle pour décider et contrôler. Et cette place de l'humain, justement, elle est plus tout à fait la même qu'avant. Comment ce rôle évolue, là, en 2025, d'après l'analyse? On arrive au cœur du sujet. Le métier disparaît pas, non, il se transforme. L'analyse voit plusieurs grosses évolutions dans le quotidien et les compétences qu'on attend d'un développeur. D'abord, il y a un déplacement de l'effort. On passe moins de temps sur l'écriture mécanique du code, ligne par ligne, et donc proportionnellement, plus de temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée intellectuelle. C'est-à-dire, quoi par exemple? On parle de concevoir l'architecture logicielle, comment on structure l'appli pour qu'elle soit solide, qu'elle puisse évoluer, qu'on puisse la maintenir facilement. On parle de faire des choix technostratégiques, de designer des systèmes complexes et même d'organiser le boulot dans l'équipe. La réflexion prend plus de place que l'exécution pure et simple. Une sorte de montée en abstraction, quoi. Exactement. Deuxième grosse tendance, NIE, l'arrivée et l'importance énorme du prompt engineering. C'est presque un nouveau métier, ça. Savoir parler à l'IA, lui donner des instructions, des prompts qui soient clairs, précises, avec le bon contexte pour avoir les meilleurs résultats. Ça devient une compétence qui fait la différence. C'est apprendre à briefer son assistant IA intelligemment, en fait. Donc, il suffit plus de savoir coder, faut aussi savoir demander le code. C'est d'une très bonne façon de le résumer, oui. Troisième point, qui vient directement des limites de l'IA, le rôle de supervision et de validation par l'humain est encore plus important qu'avant. Le développeur devient le garant final de la qualité. Il doit avoir l'expertise pour relire le code de l'IA, l'évaluer avec un œil critique, le corriger, l'optimiser, le sécuriser. On ne peut pas juste prendre ce code comme ça, faut le challenger. Et l'analyse parle aussi des compétences non techniques, les fameuses soft skills, qui deviennent plus importantes. Pourquoi ils insistent là-dessus? Parce que si l'IA s'occupe d'une partie de la technique pure, ce qui va vraiment différencier l'humain et créer de la valeur, c'est sa capacité à interagir, à comprendre le tableau d'ensemble, bien communiquer avec les équipes produits, les designers, les clients, être capable de traduire un besoin business en une solution technique qui tient la route, avoir une vision stratégique pour anticiper ce qui va arriver. Tout ça devient aussi crucial, voire plus que d'être juste un virtuose technique dans son coin. Le dev doit comprendre le pourquoi derrière le comment. Si on essaye de résumer cette transformation, l'analyse utilise une image qui parle bien. Le développeur de 2025, il ressemble de plus en plus à un architecte numérique. Il n'est plus seulement l'ouvrier qui pose les briques, le cône, mais celui qui dessine les plans, l'architecture, qui choisit les bons matériaux, y compris les bons outils d'IA pour chaque tâche, et qui orchestre le chantier complexe entre les différents intervenants, qu'ils soient humains ou algorithmiques. C'est une image forte, ouais. Ça change la vision du métier. Mais alors, du coup, revenons à la question de départ. Si l'IA code de plus en plus, et si le rôle clé devient celui d'architecte, de superviseur, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre les bases, d'apprendre à coder à la main? On pourrait se dire qu'il suffit de maîtriser le prompt engineering et la supervision, non? C'est tentant de penser ça, c'est logique.
Mais l'analyse dit très clairement que ce serait une grosse erreur. Apprendre les bases de la programmation, la logique des algos, ça reste absolument essentiel en 2025. Et pour plusieurs raisons qui sont liées. La première, j'imagine, c'est juste pour comprendre ce qu'on supervise, non? Exactement. Comment tu veux évaluer la qualité, la pertinence ou même la sécurité d'un code généré par une IA si tu comprends pas toi-même les bases de la programmation? Apprendre à coder, c'est d'abord apprendre à structurer sa pensée, à découper un problème compliqué en étapes logiques. C'est cette pensée computationnelle qui te permet de garder un esprit critique, de pas être juste un utilisateur aveugle de l'IA. C'est la condition indispensable pour pouvoir faire ce travail de validation dont on parlait. Précisément. Deuxièmement, et c'est la suite logique, il faut être capable de corriger, d'adapter, d'améliorer le code qui sort de l'IA. Aucune IA n'est parfaite. Le code produit, il faudra souvent l'ajuster, l'optimiser pour un contexte précis, corriger des bugs subtils. Si tu ne maîtrises pas le code toi-même, comment tu fais? T'es bloqué direct. Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Troisièmement, la personnalisation, le fameux dernier kilomètre. Les outils d'IA, même les plus forts, ils fonctionnent souvent avec des patterns, des solutions un peu génériques. Pour des besoins très spécifiques, pour innover vraiment, pour intégrer des systèmes complexes de manière fine ou pour pousser la performance au maximum, la capacité à écrire du code sur mesure, à sortir des sentiers battus par l'IA, ça reste irremplaçable. C'est souvent là que se fait la différence. Et il y a sans doute aussi une question d'adaptabilité sur le long terme, hein? Absolument. C'est la quatrième raison, peut-être la plus fondamentale. Les langages de programmation, ils évoluent, les frameworks, ils changent, les outils d'IA d'aujourd'hui, ils seront peut-être dépassés demain. Par contre, la capacité à raisonner logiquement, à comprendre les structures de données, les algos, cette pensée de fond, c'est un bagage intellectuel qui reste. C'est ça qui permet de s'adapter tout le temps aux nouvelles technologies. Donc, le message de fond de l'analyse, si je résume, c'est qu'apprendre à coder en 2025, c'est pas apprendre un truc qui va disparaître à cause de l'IA, c'est plutôt apprendre le langage et la logique qu'il faut pour collaborer intelligemment avec elle, pour l'utiliser comme un outil puissant au service de sa propre créativité, de ses objectifs, plutôt que de la subir ou d'en dépendre sans comprendre. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de maîtriser l'outil, de rester le pilote, pas de devenir le passager. Apprendre à coder, c'est apprendre les règles du jeu de cette nouvelle époque. Et si on regarde un peu plus loin, vers l'avenir, quelles sont les perspectives que dessine l'analyse IA? Où est-ce qu'on va à court et moyen terme? À court terme, la tendance, c'est l'accélération de ce qu'on voit déjà. L'automatisation des tâches techniques répétitives ou standards, ça va aller encore plus vite. Les IA vont devenir encore meilleures pour générer le code bateau, écrire les tests unitaires, faire la doc de base, traduire entre langages. Le gain de productivité sur ces points-là va continuer d'augmenter. Et à moyen terme, un horizon un peu plus lointain? Là, l'analyse envisage le développement possible d'outils d'IA encore plus autonomes, peut-être capables de gérer des morceaux entiers d'un projet avec une intervention humaine plus ponctuelle, plus centrée sur la définition des objectifs et la validation finale. Mais attention, elle nuance tout de suite avec un parallèle historique intéressant. Ah oui. Lequel? Celui de la calculatrice. Quand les premières calculatrices électroniques sont arrivées, certains ont eu peur que les maths ou la compta disparaissent. Et on sait ce qui s'est passé, ça n'a pas du tout éliminé ces métiers. Au contraire, en les soulageant des calculs longs et répétitifs, ça leur a permis de se concentrer sur des problèmes plus complexes, sur la modélisation, l'analyse, la stratégie. Les maths sont devenus encore plus riches finalement. L'idée serait donc un peu la même pour l'IA et le développement. L'IA, elle ne fait pas disparaître les développeurs, mais elle pousse le métier à évoluer vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, en prenant en charge de travail plus mécanique. C'est la thèse qui est défendue, oui. L'IA s'occupe de plus en plus du comment technique de bas niveau, ce qui libère du temps et de l'énergie mentale pour les humains pour qu'ils se concentrent sur le quoi, quel problème on résout, et le pourquoi, quels objectifs business ou sociétaux on sert. Ça soulève une question importante alors. C'est quoi le profil idéal du développeur qui va cartonner dans ce nouveau paysage selon cette analyse? L'analyse dessine un profil un peu hybride qui repose sur 3 piliers qui vont ensemble. Premièrement, des bases techniques solides. Maîtriser les langages importants, les principes d'archi-logiciel, la sécurité, la qualité du code, ça reste la base. On ne peut pas superviser ce qu'on ne comprend pas soi-même. Logique. Le deuxième pilier. Deuxièmement, maîtriser les outils d'IA spécifiques au développement. Ça veut dire
Savoir choisir le bon outil pour la bonne tâche, savoir prompter efficacement, mais aussi comprendre les forces et les faiblesses de ces IA, leurs biais possibles, leurs limites. C'est une compétence d'utilisation experte, quoi. Et le troisième pilier, j'imagine que c'est lié aux soft skills. Exactement. Le troisième pilier, c'est la dimension stratégique, créative et communicationnelle. La capacité à comprendre vraiment les enjeux métiers, à discuter avec tout le monde, produits, design, clients, à proposer des solutions innovantes qui vont plus loin que la simple réponse technique, à penser produit et pas seulement code. C'est ce mélange des trois expertises, technique, maîtrise de l'IA et vision stratégique humaine qui sera la clé du succès. La technique seule ou la maîtrise de l'IA seule, ça suffira plus. Très clair. Bon, alors, si on devait résumer les points clés de notre discussion basée sur cette analyse, l'IA et le développement web. Codé en 2025. Le constat de départ, il est net. Oui, l'IA change radicalement le développement web. Les outils comme Claude, DeepSeek, GPTJ, Copilot, c'est pas des gadgets, hein. Ce sont des assistants puissants qui changent vraiment le travail au quotidien. Et il faut bien comprendre qu'ils ne remplacent pas l'intelligence humaine là où elle est la plus précieuse. Ils n'ont pas de jugement critique, ils n'ont pas cette compréhension fine du contexte métier, ni la vision stratégique à long terme, ni cette capacité créative à imaginer des solutions vraiment nouvelles. Ce sont des exécutants hyper performants, oui, mais pas des stratèges ni des décideurs finaux. Ce qui veut dire qu'en 2025, non seulement apprendre à coder reste pertinent, mais c'est peut-être même plus important qu'avant. Simplement, apprendre à coder, maintenant, ça veut aussi dire apprendre à interagir avec ses IA, à les intégrer dans sa façon de créer pour faire plus vite, plus intelligemment. C'est aussi une compétence clé pour garantir la qualité, la sécurité, la fiabilité des systèmes qui font tourner notre monde numérique. Il faut devenir un acteur de cette transition, pas juste la regarder passer. La conclusion de l'analyse est assez simple mais forte. Le code n'est pas mort, il est en train de changer de visage. Et elle insiste sur le fait que ceux, individus ou entreprises, qui vont épouser cette évolution, qui vont cultiver cette nouvelle collaboration homme-machine, ce sont eux qui resteront devant. Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond? Que l'adaptabilité, la curiosité, l'apprentissage permanent, c'est plus des options, c'est devenu vital dans ce domaine. Et juste pour ouvrir une dernière piste qui va un peu plus loin que le développeur lui-même, l'analyse se concentre beaucoup, et c'est normal, sur la transformation de ce rôle, mais on peut se demander comment cette nouvelle façon de créer du code, cette collaboration homme-IA de plus en plus naturelle, comment ça pourrait impacter les rôles autour, ceux qui bossent de près avec les devs. Je pense aux chefs de produit par exemple, ou aux designers UX/UI. Est-ce que ces pros devront eux aussi apprendre à parler à l'IA, à maîtriser le prompt dans leur domaine? C'est une possibilité fascinante, non? Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, définir leurs besoins ou tester des maquettes beaucoup plus directement, plus vite, en parlant à une IA spécialisée? Comment ça changerait l'organisation du travail, les processus de conception dans les équipes? Quelle forme ça va prendre, cette interaction entre plusieurs métiers avec l'IA au milieu dans les boîtes de demain? Ça ouvre tout un champ de questions, c'est sûr.